fait environ 10 ans que je suis styliste. J'ai étudié, j'ai fait le stylisme et modélisme en Côte d'Ivoire. À part le raffia et le pan, j'utilise assez souvent le taffetas, la soie sauvage, l'automa, la mousseline, et tant d'autres. Mais pour en procurer, je les achète ici. Généralement, je les achète ici et de temps en temps, quand je voyage, j'en ramène aussi les tissus. Ma particularité, généralement, quand tu vois un haut ou bien une jupe, j'aime ressortir les formes d'une femme. À part ça, ça m'amuse aussi de jouer avec le motif de panne. Et pour couronner le tout, ces côtés-là glamour. Karine Pala adapte toujours ses créations par rapport aux revenus de mes clients. Moi, je coupe pour toute la famille. Donc, le papa, la maman et les enfants. J'ai déjà participé au Fashion Week, aux expositions qui ont trait à la mode, au défilé des modes. Ça m'a apporté, si je dois le dire, un réconfort. Ça m'a donné encore le courage de travailler de mieux en mieux. Kinshasa Fashion Week de l'année passée, si je dois le dire aussi, ça m'a apporté beaucoup de la clientèle, et par rapport à ça, j'ai eu des contacts même à l'extérieur du pays. Donc, je félicite Madame Gloria pour cette initiative. Mes objectifs, premièrement, j'aimerais élargir mon champ d'action. Je voulais implanter les ateliers Karine Pala dans toutes les provinces. Et pourquoi ne pas ressortir ces jeunes talents-là qui sont dans l'ombre, peut-être qui sont dans des milieux où il n'y a pas assez de moyens pour évoluer. Pourquoi ne pas les aider plus tard? Ils s'attendent à voir la collection de Karine Pala. J'ai intitulé ça le mariage africain. Ils vont voir comment, chez nous, ici en Afrique, comment on s'habille pendant les mariages coutumiers, comment la mariée peut porter sa jolie robe. Donc de venir nombreux, ils seront vraiment heureux de voir nos collections de la place et pourquoi ne pas voir les stylistes aussi d'ailleurs. Je finis mes études en 2011, j'étais dans le Bas-Congo et c'est en 2012 que je suis venue à Kinshasa. Je fais la coupe et couture à Nizam. Ce qui m'inspire souvent, sont juste les quotidiens, ce que je vois, les tendances du moment, ce qui est à la mode, quoi. C'est ce qui m'inspire vraiment le plus. Personnellement, j'aime bien utiliser les pagnes, des crêpes lourds, du cuir, du coton piqué et les vélos. Il y a plein de tissus que j'utilise. Ma particularité dans la mode, j'aime bien assortir mes vêtements avec le pagne, avec de petits accessoires faits pagne, tels que le boucle d'oreille, les bracelets faits en pagne, les petites pochettes faits en pagne, les petites flaguettes, les sacs en pagne. Pour faire des accessoires tels que des boucles d'oreilles, des bracelets, même la confection des habits, parfois on les fait manuellement. Ma clientèle varie de 17 à 35 ans. J'aime bien faire mes créations sont souvent destinées aux jeunes et je prends plein de clients de chez nous. J'ai déjà participé à plein d'autres événements de la mode ainsi qu'à Kinshasa Fashion Week. Pour ce qui concerne Kinshasa Fashion Week, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses telles que la visibilité, la confirmation et la connaissance aussi. J'ai travaillé avec d'autres stylistes. Pour cette belle initiative de Kinshasa Fashion Week, j'ai tiré chapeau bas à l'organisatrice qui est Gloria Nteu. Soyons unis et forts. Chacun son domaine. Pour le rendez-vous de demain. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve.
13h30, mesdames, messieurs, bienvenue à la une. Dès aujourd'hui, pour un mois, des amoureux de football seront rivés devant les écrans des télévisions suivre les retransmissions du Mondial Brésil 2014 qui s'ouvre ce soir avec le match pays-hôte-Croatie. Les peuples autochtones veulent se doter d'une loi spécifique qui défend leurs intérêts et c'est l'objectif d'un projet de loi qu'ils élaborent à l'intention du Parlement. Les Pygmées n'essaient de se plaindre de la discrimination dont ils seraient victimes. Des industriels américains projettent d'investir en République démocratique du Congo et à cet effet, 14 capitaines d'industrie se sont entretenus à l'hôtel du gouvernement avec Augustin Matata Ponyo qui leur a présenté toutes les opportunités. Des investisseurs américains membres du groupe The Corporate Council on Africa se sont présentés hier à la primature où ils ont exprimé au chef du gouvernement leur désir de s'implanter en RDC. Ces hommes d'affaires trouvent que la RDC offre de véritables opportunités d'investissement de nature à bénéficier à la politique de gagnant-gagnant, comme quoi la première économie mondiale frappe à la porte du pays. Le bon climat des affaires en République démocratique du Congo porte déjà ses fruits. La présence en RDC des 14 investisseurs américains en est pour preuve. Une délégation des hommes d'affaires membres du groupe de Corporate Council on Africa ont eu une séance de travail avec le chef du gouvernement pour chercher les voies et moyens d'investir en RDC. Nous sommes engagés à entreprendre beaucoup plus de missions d'affaires en RDC. And to be a bridge between pour que nous fassions un pont entre la République démocratique du Congo et aussi la communauté des affaires des États-Unis afin de faciliter d'autres venues, d'autres partenaires et aussi faciliter la création d'emplois en RD Congo. La République démocratique du Congo connaît ces derniers temps une croissance économique impressionnante et c'est le moment propice trouvé par ces hommes d'affaires américains d'investir. Donc je pense que tout à fait, on est, comme je le disais, dans un schéma qui est vraiment favorable. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est vraiment, il y a plein de secteurs de l'économie, tels que l'ensemble des ministres, Monsieur le Premier ministre, son Excellence le Premier ministre, l'ont mentionné. Donc c'est vraiment un moment clé pour le pays. Et donc je pense que c'est une opportunité intéressante pour un certain nombre de groupes, dont Boeing. Ce geste posé par les investisseurs américains prouve à suffisance que l'appel du Premier ministre aux investisseurs internationaux lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine française a été bien capté. Après les Américains, c'était le tour d'une délégation allemande d'évoquer avec Augustin Matata Ponyo l'épineux débat sur l'exploitation pétrolière dans le parc des Virunga. Berlin reconnaît la souveraineté de la RDC sur ses ressources, mais trouve hasardeux de sacrifier le développement durable pour ces mêmes ressources. L'Allemagne est pour le respect de l'environnement, comme nous le dit la vice-présidente du Parlement allemand. Oui, tout d'abord, je voudrais dire que ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'on a pu parler de façon très ouverte et franche avec le Premier ministre et les différents ministres que nous avons vus, le président de l'Assemblée nationale ainsi que le président du Sénat. Et nous avons évoqué le sujet du parc des Virunga avec toutes ces personnalités. Et il existe une résolution qui a été votée par le Bundestag, par le Parlement fédéral allemand, qui dit que nous voulons vous soutenir votre gouvernement, vos responsables, votre population pour sauvegarder ces immenses richesses naturelles, richesses qui sont inscrites au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO pour ces plantes, ces animaux. C'est la deuxième forêt tropicale du monde, donc d'une grande importance pour la protection du climat mondial et mettre en danger cette richesse par le forage pétrolier de la société Soco, en fin de compte, cela pourrait coûter très cher.
Les artisans pour la lutte contre les violences sexuelles ne baissent pas les bras. Cette semaine, plusieurs d'entre eux se sont retrouvés en Grande-Bretagne pour le sommet mondial contre les violences sexuelles. Il faut le dire, en zone de conflit. Ici à Kinshasa, l'ambassade de Grande-Bretagne a organisé une rencontre au cours de laquelle plusieurs acteurs de cette lutte ont passé le message. Voilà ce à quoi le monde entier, mais bien plus particulièrement les femmes du monde, aspirent. Mettre fin aux violences sexuelles en temps de conflit, tel qu'illustré ici dans ce spectacle de l'artiste musicien Jackie Mankinda, sous un air de la chanson « Touche pas ma maman ». Une soirée organisée par l'ambassade de Grande-Bretagne en RDC qui a relayé le sommet mondial contre les violences sexuelles en période de conflit dénommé Time to Act qui s'est tenu 4 jours durant en Grande-Bretagne. Cette semaine à Londres, comme vous le savez, le ministre britannique des Affaires étrangères Willie et l'envoyé spécial Angelina Jolie co-organisent le sommet mondial visant à mettre fin aux violences sexuelles dans les zones de conflit. Il s'agira de la plus importante rencontre jamais organisée sur le sujet. Les représentants de plus de 117 gouvernements, de la société civile, des forces armées, des instances judiciaires et du public prendront part. Un autre problème qui se pose également dans cette lutte est celui de l'absence d'épreuves contre les auteurs de ces crimes, ce qui rend parfois la tâche encore bien plus difficile devant les instances judiciaires. Mais ces combattantes ne baissent pas pour autant les bras. Je crois que la question qu'il faut relever, c'est que les victimes puissent avoir le courage de dénoncer. Vous avez suivi avec nous que le grand problème, c'est la stigmatisation. Dénoncer un auteur de viol vous expose à la vengeance, vous expose au déshonneur, vous expose même au rejet de votre propre famille. C'est vrai, il y a plusieurs résolutions qui ont été adoptées par rapport aux violences faites aux femmes dans les conflits armés au niveau des Nations Unies. Mais les violences demeuraient encore. Et que la spécificité de cette réunion va permettre à ce qu'on puisse faire très attention maintenant aux victimes des violences sexuelles, surtout les survivantes. Des messages de William Hague et Angelina Jolie, respectivement ministre des Affaires étrangères britanniques et envoyé spécial du HCR, ont été projetés au cours de cette soirée. Des audiences et autres ateliers se déroulaient à Kinshasa alors qu'à Nyiragongo, dans le Nord Kivu, se déroulaient des combats qui opposent les FARDC aux FARC dans la localité de Kamajika. Des combats qui ont repris ce matin. On ne connaît pas encore le bilan. Patrick Sellois pour les détails. Il était 4 heures ce mercredi lorsque les militaires rwandais ont attaqué une position FARDC de Kanyesheza au village Kabagana, frontalier avec le Rwanda, en territoire de Nyiragongo, une vingtaine de kilomètres au nord-est de Goma. Ces éléments de l'RDF qui croyaient récupérer cette position ont fait face à une résistance farouche des militaires congolais, ce qui a conduit à un affrontement rude à l'arme lourde et légère jusqu'aux alentours de 7h45, affirment les sources de la société civile de Nyiragongo. Antoine Dagui est vice-président de la société civile de Nyiragongo. Ah oui, la situation actuelle est caractérisée par une insécurité causée par le cliché des militaires rwandais du niveau de Kabagana 1, précisément dans la localité de Kanyesheja, où les militaires rwandais ont voulu récupérer une partie du sol congolais, précisément la colline Kanyesheja. C'est dans la localité de Kabagana 1, dans le groupement de Bubumba. C'était vers 6h45 du matin qu'il y a eu échange de tirs entre nos éléments FARDC et les militaires rwandais. Et je dirais que ça, c'est le résultat de la négligence du côté du gouvernement, voire même de la SADC et la CIRGL. Donc, tout ce qui concerne la frontière, vous savez qu'au niveau de Murambi, c'est depuis novembre dernier qu'on signale l'intrusion des militaires rwandais qui ont occupé Murambi. Ils ont progressé vers Rutagara. Maintenant, aujourd'hui, c'est Kanyesheja où il y a eu maintenant l'échange de tirs entre les militaires rwandais et les militaires congolais. L'armée congolaise, dans ces affrontements, n'a rien pardonné, en faisant des victimes côté rwandais. Les informations à notre possession indiquent un mort du côté Rwanda et 2 blessés. Cet échange de tirs est une provocation du Rwanda ou un simple incident? À chacun sa réponse.
Parce qu'on parlait de l'Est de la RDC, notre envoyé spécial Christian Elongo revient de Kigogo dans le Sud Kivu où il a assisté à la reddition des éléments d'FDLR devant les ambassadeurs de la SADC et de représentants de la MONUSCO. Une cérémonie présidée par le gouverneur Marcel Insichambo, représentant du gouvernement. On écoute à cet effet M. Wilson Iratega. Il est secrétaire exécutif ad intérim des FDLR. Les FDLR sont déterminés irréversiblement à contribuer au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs, car ils en savent la valeur. En cette date du 9 juin 2014, les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, ont voulu continuer à matérialiser leur engagement du 30 décembre 2013. Avec cette preuve de bonne foi, dont vous êtes vers les médias est instamment appelé à assurer sa attention au Rwanda d'un espace politique libre et sécurisé et l'organisation d'un dialogue inter-rwandais franc, sincère et hautement inclusif pour un règlement pacifique et définitif du problème rwandais, favorisant ainsi le retour rapide de tous les réfugiés rwandais au bercail dans la dignité. Prenons cette transition juste après retrouver Christian Elongo sur ce plateau. Christian Elongo, je venais de l'annoncer dans ce journal, vous revenez de l'Est du pays et on nous signale des affrontements. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, en fait, Bibiche, quand j'étais à Kigogo avant-hier, je donne peut-être une information exclusive, B1, il y a des FDLR avec qui je parlais et beaucoup d'autorités de la RDC. On attendait en fait la réaction de Paul Kagame qui était silencieux depuis le 30 mai où les FDLR commençaient à se désarmer volontairement. Parce que les gens parlent de reddition. C'est pas une reddition, c'est les désarmements volontaires parce qu'il n'y a pas eu combat. Les FDLR ont décidé de désarmer volontairement pour rentrer chez eux au Rwanda. Maintenant, ils ont décidé d'abandonner les combats politiques pour jouer les combats de guerre, pour jouer les combats politiques dans leur pays. Voilà la réaction de Paul Kagame. Alors, qu'est-ce qui justifie leur motivation? En fait, leur motivation, c'est par rapport à l'ultimatum de Joseph Kabila Kabange qui les a donné 2 semaines pour désarmer volontairement. Sinon, ils allaient subir tout ce que les autres groupes armés de l'Est de la RDC ont subi. On se rappelle de M23, de l'ADF Nalu et d'autres groupes Maï à l'Est de la RDC. Ils ont en fait pris peur des FARDC et avec l'appui de la MONUSCO qui ne badine pas ces derniers temps à l'Est de la RDC. La preuve, hier, quand les soldats rwandais ont voulu franchir la frontière de la RDC, les soldats étaient là pour défendre le territoire national. Alors encore une autre question. Kigogo, Nyiragongo, Kanyabayonga, partout vous avez sélectionné. Mais quelle est la localité qui se place en première position par rapport à cette opération? Quand vous parlez de la première position par rapport au nombre des redditions et des désarmements volontaires, en fait c'est à Kanyabayonga où il y a 105 FDLR qui se sont rendus avec des armes, plus de 100 armes. Et maintenant, ils sont toujours à Kanyabayonga, mais aussi à Kigogo, dans le sud Kivu, il y a 83 FDLR. Mais là, un point à souligner, Bibiche, il y a eu 223 DLR dépendants, c'est-à-dire femmes et enfants, qui sont venus avec qui, contrairement à ceux du nord Kivu, qui sont venus seuls.
Ils attendent la réaction de la MONUSCO et de la communauté internationale pour rappeler en fait leur dépendance sur place. Il faut dire que par rapport à ces affrontements, il y avait déjà des signaux forts qui annonçaient le retour de la paix durable dans la partie est du pays. Normalement, vous avez suivi tout à l'heure Wilson Iratega, qui est le secrétaire exécutif ad intérim des FDLR. Ils ne sont plus dans la guerre. Leur combat actuellement, c'est les combats politiques au Rwanda. Je vais vous rappeler une chose, Bibiche. Les FDLR sont entrés en RDC parce que la communauté internationale avait demandé au gouvernement de l'époque, en 1994, au gouvernement du Mobutu d'ouvrir les frontières pour faire entrer les réfugiés qui fuyaient en fait les Rwandais après les génocides. En fait, aujourd'hui, nous subissons de notre hospitalité. La RDC n'a rien à faire. C'est la communauté internationale qui avait demandé à Mobutu à l'époque d'ouvrir les frontières pour faire entrer les FDLR, qui doit prendre des dispositions pour ramener ces FDLR qui sont estimés entre 1000 et 1500, soit au Rwanda, soit dans d'autres pays. D'accord, rapidement, on doit terminer. Les déroulements de l'opération, comment ça se passe? Les déroulements des opérations, ça se passe. Les FDLR annoncent en fait à la MONUSCO et au FARDC leur venue dans des localités. Ils s'attendent par rapport aux localités qui sont plus proches par rapport à là où ils sont dans la forêt. Et ils arrivent désarmés. Ils donnent les armes et tout. Et puis ils sont présentés à la MONUSCO qui prend des charges logistiques. Et puis, les FARDC sont là pour surveiller, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Dernière question, l'après-désarmement. L'après-désarmement, Bibiche, ça se présente comment? Le gouvernement est déjà clair là-dessus. Donc, on va relocaliser en attendant de chercher les moyens, ceux qui vont retourner au Rwanda. Ils vont retourner, ceux qui vont partir ailleurs. Ils vont partir, on va délocaliser, et on va les relocaliser en fait, les autres en province orientale et les autres dans l'Équateur. Donc Christian Elongo, merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup, Bibiche. Sans qu'il y ait forcément de lien de causalité à effet, les redditions des forces démocratiques pour la libération du Rwanda se poursuivent dans le Kivu, à la grande satisfaction de la MONUSCO, qui demande cependant que ces opérations se déroulent dans un délai raisonnable. Ceux qui s'opposent au rapatriement, il faut le dire, seront délocalisés dans la province de l'Équateur. Désarmer tous les groupes armés qui écument la République démocratique du Congo dans les FDLR est une priorité pour la MONUSCO. La mission onusienne salue ce plan de désarmement et demande à tous les éléments FDLR à se rendre. Le général Wafi a aussi déclaré ce mercredi, au cours du point de presse hebdomadaire, que la MONUSCO organisera le rapatriement des rebelles rwandais qui veulent rentrer chez eux. Mais ceux qui s'y opposent seront délocalisés vers un camp militaire à l'Équateur, loin de la frontière rwando-congolaise. Nous demandons, y compris à leur commandement, de se rendre. Que ceux qui sont recherchés par les juridictions internationales aillent y répondre. Ou par les juridictions nationales au niveau de la RDC, qu'ils aillent se présenter pour pouvoir répondre de ceux qui ont été reprochés devant la justice. Ceux qui veulent se rendre libres à eux de rentrer dans le pays, nous allons les supporter, les soutenir pour qu'ils soient rapatriés dans notre pays. Ceux d'entre eux qui vont le refuser et qui vont, de commun accord avec les autorités de la RDC, accepter d'être relocalisés à l'ouest en attendant qu'il y ait un pays d'appui pour eux pour qu'ils puissent aller. Quant à l'accrochage qui s'est produit ce mercredi matin entre l'armée congolaise et rwandaise à la frontière entre les deux pays, la MONUSCO ignore la gravité de cet incident mais affirme que la situation est calme. Nous allons à partir de De nombreux peuples autochtones pygmées continueraient à être maltraités, déconsidérés et mis à l'écart au sein de la société congolaise. Et pour pallier ce déficit, un atelier de finalisation du draft de la loi portant promotion et protection de peuples autochtones pygmées se tient à Deux Cuisières, initiative de la dynamique des groupes de peuples autochtones en collaboration avec l'ONG Espoir pour tous. Les peuples autochtones pygmées sont encore victimes de la discrimination et de la stigmatisation de la part de certains individus.
Cette situation est contraire au respect de la dignité et aux valeurs humaines, telles que proclamées par les instruments juridiques internationaux et régionaux, ainsi que la Constitution de la République démocratique du Congo. Ceci s'avère indispensable et que le pouvoir public y veille, d'où cet atelier de finalisation du draft de la loi portant protection et promotion des peuples autochtones pygmées. Il est organisé par la dynamique des groupes de peuples autochtones en collaboration avec l'ONG Espoir pour tous. On doit pas dire qu'une base de ces processus que les conditions de vie des peuples autochtones vont changer par miracle. Pour nous, c'est le début d'un travail. Et je dirais sur l'échelle de 10, peut-être on a 2 aujourd'hui, et il y a encore 8 qui restent. Donc c'est un travail qui nous prendra plusieurs années, où on a besoin de la participation de chacun, parce qu'on est en train de construire un édifice. Que les organes de l'État, à savoir les membres du gouvernement et les gouvernements, l'Assemblée nationale, le Sénat à un niveau beaucoup plus élargi, les partenaires internationaux, nous attendons réunir une fois de plus tous les acteurs à tous les niveaux possibles de la République pour que ce travail qui a été fait par les experts soit validé avec toutes les tendances possibles. Ce travail commun permet à tous les élus du peuple et aux autres participants venus de différentes provinces du pays où vivent ces peuples autochtones pygmées de passer au peigne fin de la situation actuelle de ces derniers afin d'élaborer une loi spécifique qui cadre avec l'évolution du monde et des exigences de la gestion durable et de l'environnement. Nous nous sommes inspirés d'une préoccupation, d'une demande, d'un besoin des peuples autochtones eux-mêmes, à travers des organisations qui les encadrent, notamment la DGPA, qui a pris l'initiative de réunir les députés nationaux pour examiner ensemble la façon dont on pourrait conduire l'élaboration d'une proposition de loi. Ces cogitations, suivies des échanges avec la presse, se clôturent ce vendredi. Administration publique, la méthodologie pour la gestion de la base des données issues des opérations d'identification biométrique des agents et fonctionnaires des secteurs décentralisés fait l'objet d'un atelier ouvert hier à l'hôtel Sultani. À l'issue de ces assises, le nombre des fonctionnaires sera mieux maîtrisé par les pouvoirs publics. Le processus de maîtrise de l'effectif des fonctionnaires de l'État amorce une seconde étape. Après la bancarisation, le ministère de la fonction publique veut réactualiser les fichiers. La première démarche visait justement l'analyse de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires. Et pour plus d'efficacité, l'atelier de restitution et de validation. La question de la base des données s'intéresse d'abord au secteur décentralisé. Ce travail étant fait, il fallait nécessairement qu'il y ait d'abord une mise en commun, sachant que ce recensement a eu lieu après, à la suite du recensement général. Il est nécessaire qu'on puisse faire une synchronisation de données, de façon que lorsqu'on va transférer les charges, que les données qui sont transférées soient conformes aux données qui vont être gérées, c'est-à-dire aux données qui vont être partagées. Le choix de l'organisateur de l'atelier à travers le projet de renforcement de capacités en bonne gouvernance est aussi significatif. Nous venons pour assister à la restitution et la validation éventuelle des travaux du consultant que nous avons recrutés au terme des opérations de recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État relevant des secteurs décentralisés. Et cela s'est déroulé dans 4 provinces, dans 3 provinces, le Bandundu, le Katanga et le Sud-Kivu. Bandundu partiellement, et prochainement nous comptons le déployer au Kasaï-Occidental. D'où le motif de valider un logiciel qui va nous aider donc à traiter les données des recensements qui ont déjà été faits et avoir déjà un modèle qui nous permettra donc de maîtriser les opérations à venir au Kasaï-Occidental. Jusque samedi prochain, les participants seront équipés suffisamment pour le suivi des effectifs des fonctionnaires de l'État. Découvrons les écrits des confrères à travers les lignes calendrier, constitution et mandat opposition majorité. La prospérité redoute d'un dangereux fossé. Si dur aura été l'épreuve, mieux l'unité redevient nécessaire.
Telle est apparemment la trame qui sous-entend les échanges en casting entre Ruth Feingold, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, et quelques leaders de l'opposition à Kinshasa. Il s'est dégagé en effet un fil conducteur calqué sur l'essentiel de ce qui pourrait être considéré comme la contre-proposition face à la démarche de l'actuelle majorité dont Joseph Kabila incarne jusqu'à preuve du contraire l'autorité morale. Toute proposition gardée, il faut avouer que les craintes et spécitisme mêlent et s'entravent son chevêtre face au défi de réalisation d'un difficile processus électoral qui pourtant aurait dû être un petit exercice citoyen, patriotique et national pour le bien de tous les Congolais. Examen d'État, Forum des As constate que les finalistes équinois sont de moins en moins en maquis. Déjà, depuis quelques années, ce phénomène a été au cœur d'une vive controverse. À la suite de plusieurs dénonciations, le maquis des finalistes du secondaire a été interdit à travers le pays. Des abus contestés dans des maquis des élèves finalistes du secondaire. L'autorité urbaine de la ville de Kinshasa a été ainsi amenée à prendre une décision interdisant cette pratique dans la vaste métropole congolaise. Sport Brésil-Croatie, c'est l'affiche au menu du bal d'ouverture du Mondial Brésil 2014. C'est sous le coup de 21h heure de Kinshasa que la 20e Coupe du Monde de la FIFA va lever son voile pour laisser la place au jeu. 32 équipes et 64 matchs vont se jouer durant un mois, soit du 12 juin au 13 juillet, jour de la grande finale à Rio de Janeiro. 7e art en République démocratique du Congo, la première édition du festival du cinéma au féminin a démarré à l'Institut français Aldé Lagombe. Elle captive déjà les Quinois. Au cours de la soirée, l'organisatrice de l'Association des femmes cinéastes congolaises a présenté un programme qui est accroché avec la projection des films réalisés par des Congolaises. C'était des moments forts, d'intenses émotions, suspense et de surprise que le public amoureux du cinéma a savouré à l'Institut français, la Halle de la Gombe. Les films mélancoliques et d'action présentés ici ont connu un succès à la fois attractif et captivant. Ce projet, qui est à sa première édition, bénéficie du soutien de l'ambassade de France en République démocratique du Congo et se veut un partenaire inconditionnel du cinéma au féminin. Après avoir discuté pendant le long mois, j'ai décidé à l'ambassade de France de pouvoir aider Clarisse et les jeunes réalisatrices parce qu'elles avaient des idées. Elles avaient quelquefois aussi besoin de conforter leurs idées et de voir comment elles pouvaient développer. Et donc on a travaillé pendant plusieurs mois pour que l'association puisse exister. Nous allons continuer cet effort, tout à fait. Des spectacles de la vie quotidienne des Congolais, simulés par des femmes cinéastes congolaises qui ont fait l'objet de cette projection, étaient appréciés à leur juste valeur par l'autre partenaire du CINEF, l'hôtel de ville de Kinshasa. Un moment d'émotion. Vous savez que c'est la culture, en même temps le spectacle. Et le spectacle, il est beau. Quand vous êtes là, vous ne dormez pas, vous ne vous ennuyez pas, vous ne baillez pas. Et quand ça s'arrête, on dit mais pourquoi maintenant ? Je suis agréablement surprise parce que j'ai vu que l'occasion a été donnée aux femmes de l'ombre de mettre en lumière les talents qu'elles ont. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait favoriser. Et toutes les initiatives féminines méritent que nous puissions porter un regard favorable dessus pour les permettre d'éclore. Parce que les femmes ont des potentialités que vous découvrirez dans différents secteurs et qui sont malheureusement peu connues et peu reconnues. Le cinéma au féminin est une première en RDC que les femmes cinéastes envisagent pérenniser. Dans un premier temps, on doit d'abord s'asseoir à Kinshasa et dans l'avenir, on compte organiser des festivals dans d'autres provinces. Toutes les difficultés possibles. D'abord, en commençant par le financement. Donc, on n'a pas eu beaucoup de soutien et il fallait vraiment se casser en 1000 morceaux pour réaliser ça. L'Association des femmes cinéastes congolaises, initiatrices de cette œuvre, sont déterminées à hisser plus haut leur savoir-faire et inscrire ainsi la République démocratique du Congo parmi les grands du cinéma. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.